Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Judgment Day 2004. Donc c'est un pay-per-view que je n'avais jamais vu, en tout cas ça me disait absolument rien. Donc je pense bien que c'est la première fois que je l'ai vu. Alors juste avant de commencer, je tenais juste à faire une petite précision. Donc en fait juste avant de faire cette review, c'était une semaine avant je crois, le site What Culture Wrestling a sorti donc sur son site, a fait un genre de top 10 des pires pay-per-view de l'ère récente je crois, enfin en tout cas voilà, de la WWE. Et ce pay-per-view y figurait. Donc voilà, je me suis fait une petite idée rien qu'avec ce classement. Et en voyant la carte, honnêtement, ça me donnait pas forcément envie. Mais bon voilà, on va commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait le 16 mai 2004, donc c'était à Los Angeles, California. Donc c'était au Staples Center de Los Angeles, forcément. Devant 18 722 spectateurs, donc c'est une très bonne affluence. Le Staples Center de Los Angeles qui a quand même accueilli pendant de nombreuses années SummerSlam. Donc voilà, Staples Center qui à l'époque donc accueillait Judgment Day 2004. Le thème musical de ce pay-per-view, je vais pas vraiment le relever, dans le sens en fait où c'est un thème où il n'y a pas de paroles, c'est un thème vraiment pas terrible, donc je vois pas vraiment l'intérêt de relever le thème. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on va commencer par le premier match de la soirée. Donc pour commencer ce pay-per-view, on avait RVD et Rey Mysterio face aux Dudley Boys. Donc sur l'affiche, on peut le dire, ça fait quand même rêver, enfin c'est comme deux belles équipes. J'ai aussi oublié de préciser que c'était un pay-per-view qui était exclusivement réservé aux catcheurs de SmackDown. Donc pas de Triple H, pas de Batista et tout ça. Donc, alors mon avis sur le match, bah, c'était un bon match pour commencer la soirée. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée, à égalité avec le main event. Voilà, c'était vraiment un bon match pour lancer la soirée, avec les Dudley Boys qui ont dominé le match au final. Ils ont fait un travail d'équipe pour commencer sur RVD et ensuite ils ont également continué leur domination sur Rey Mysterio. RVD et Rey Mysterio qui travaillaient plutôt genre, enfin, qui s'en sortaient plutôt en faisant des contres, qui étaient vraiment dominé par les Dudley Boys. Finalement voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match pour commencer la soirée. Donc c'est vrai que quand les Dudley Boys faisaient leur travail d'équipe à deux contre soit RVD soit sur Mysterio, c'est vrai que le rythme n'était pas très élevé et c'est plutôt la deuxième partie du match où là vraiment on a eu beaucoup de rythme. Donc je vais revenir à la fin au final parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Donc en fait à la fin on a eu un double 619 de Rey Mysterio donc sur les deux Dudleys. Ensuite, donc, on a Mysterio qui gère Booba hors du ring. Pendant ce temps-là, RVD se place sur la troisième corde et porte son 5-star frog splash sur Devon Dudley pour le tomber victorieux. Donc victoire de RVD et Rey Mysterio. C'était vraiment un très bon match, enfin, en tout cas vraiment une très bonne construction et une très très belle manière de commencer le pay-per-view. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, donc très bonne durée. J'ai mis 8 sur 10, donc c'est quand même une très bonne note pour commencer la soirée. Et là, on va arriver avec la première fausse note de ce pay-per-view. C'était un match simple féminin entre Tori Wilson et Dawn Marie. A noter que juste avant en fait ce match, on a eu Kurt Angle qui était à l'époque le general manager de SmackDown qui a pris le micro et qui nous a dit tout simplement que si Tori Wilson perdait, elle était virée de SmackDown et de la WWE. Donc voilà, bah, clairement le match a pris directement une autre ampleur. Hein. Clairement là il y avait un véritable enjeu entre guillemets. Donc le match déjà, premier défaut, il n'est pas très long. Il a duré 5 minutes 40, on va dire un peu moins de 6 minutes quoi. C'est pas très long. Mais par rapport à l'époque, je dis bien par rapport à l'époque, la durée est correcte. Il n'y a rien de scandaleux, enfin je dis bien par rapport à l'époque. Euh, et clairement ce match est une véritable blague. Enfin vraiment, j'ai trouvé ce match absolument mauvais, il n'y a rien d'autre à dire. Euh, le truc en fait, c'est que ça se voyait vraiment que c'était scénarisé, que c'était chorégraphié. Et c'est ça qui m'a beaucoup dérangé, c'est-à-dire que c'était pas fait de façon naturelle. Ça se voyait en fait, ça se voyait vraiment que c'était une chorégraphie qui était répétée. Et c'est ça le gros problème. Et bon, bah déjà de base, les prises étaient clairement pas ouf, mais en plus de ça, c'était très très mal joué, donc clairement, c'était clairement pas ouf, quoi, on va pas se le cacher. J'ai directement donné la victoire, donc victoire de Tori Wilson qui a porté un backslide donc sur Dawn Marie pour la victoire finale donc de Tori Wilson qui n'était donc pas virée. A noter quand même pour finir le pay-per-view, ça c'était, enfin le match plutôt, c'était très bizarre puisque Tori Wilson sans faire exprès, je crois, elle a un petit peu genre arraché le pantalon de Dawn Marie, ce qui fait que on voyait les trois quarts de son boule et on voyait donc son string. Voilà, donc
tous les pervers au premier rang ont pris plein de photos, voilà, c'était vraiment très dérangeant. Mais voilà, c'était la petite anecdote qui servait absolument à rien. Mais clairement dans le ring, c'était clairement pas ouf, donc j'ai mis 2,5 sur 10. Et ouais, il n'y a rien d'autre à dire, c'était vraiment une perte de temps. Ensuite, le prochain match, je le dédicace directement à Aka Wrestling. Je pense que c'est les seuls mecs qui sont fans de ce catcheur. Mordecai qui affrontait Scotty 2 Hottie. Alors, Mordecai, pour vous remettre dans le contexte, c'est un catcheur qui ressemble grosso merdo à l'Undertaker mais en version blanche. Il ressemble un petit peu en fait à un druide, c'est un peu un mix de Dumbledore, Gandalf, Saruman pour ceux qui regardent le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment une gimmick très très spéciale. Donc déjà le match fait pas rêver, clairement on va pas se le cacher. Mais en plus de ça c'était un squash. Donc qu'est-ce qu'un squash? Enfin voilà, je l'explique quand même pour ceux qui sauraient peut-être pas. Un squash c'est simple, c'est pour mettre over un catcher, pour le mettre en avant tout simplement, pour le faire paraître fort. C'est ce que fait actuellement Baron Corbin ou Apollo Crews, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de matchs, qu'ils les gagnent rapidement. C'est tout simplement pour les faire paraître puissants. Et bien là c'est exactement ce qui s'est passé pour Mordecai, qui donc a battu Scotty 2 Hotty en moins de 3 minutes. Donc voilà. A noter qu'il a gagné avec un genre de Razor's Edge. Apparemment il avait appelé ça le crucifix, si je dis pas de bêtises. Donc bonne petite prise, mais clairement bon voilà, c'était clairement pas ouf quoi, on va pas se le cacher. J'ai pas pu mettre une très bonne note et j'ai envie de vous dire, j'ai pas pu rester très longtemps sur ce match. Donc j'ai mis 2 sur 10, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite on va continuer la soirée avec le premier match pour un véritable enjeu, puisque c'était pour les ceintures par équipe. Donc on avait Charlias et Rico qui étaient les champions face à Billy Gunn et Hardcore Holly. Donc déjà la durée, là au moins elle est bonne, le match a duré un tout petit peu moins de 10 minutes, donc c'est quand même une bonne durée. C'est pas non plus ouf, mais je veux dire ça va. Alors, techniquement dans le ring, c'était clairement pas la folie. Mais il y a une chose qui a un petit peu rattrapé le tout, c'est Rico. Alors, pour ceux qui ne regardent pas, enfin qui n'ont jamais vu Rico, qui ne regardaient pas le catch à l'époque, ou qui n'ont jamais vraiment checké de pay-per-view de cette époque, pourquoi Rico? Alors Rico, pour ceux qui ne connaissent pas sa gimmick, c'était un peu un gay. On va pas se le cacher, il était un peu gay. Donc il s'amusait à plotter même son partenaire Charlias, et surtout il s'amusait à plotter les fesses de Billy Gunn et Hardcore Holly, ce qui était très drôle au final. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on voyait Billy Gunn et Hardcore Holly qui voulaient pas faire le tag, qui voulaient pas rentrer sur le ring, pas parce qu'ils avaient peur de Rico, mais parce qu'ils voulaient pas se faire plotter les fesses. C'était vraiment drôle, en tout cas ça m'a fait rire. C'était vraiment du comedy wrestling, ce qui a fait rattraper la note finale du match au final. Je vais raconter la fin parce que j'ai rien d'autre à dire dans le ring. Honnêtement, hein, l'attraction de ce match, c'est pas le in-ring, c'est Rico. Honnêtement. Donc en fait, à la fin, on avait Hardcore Holly qui allait porter son Alabama Slam sur Charlias. Et finalement, Rico lui a porté un super kick, ce qui fait que ça a retourné la prise. Et derrière, on a eu un petit paquet de Charlias. Donc victoire de Charlias et Rico qui conservent les ceintures par équipe. J'ai mis la moyenne, j'ai mis 5,5 sur 10. Je voulais pas mettre plus. Disons que c'est le truc en fait, enfin le côté marrant avec Rico qui a rattrapé le tout. Mais clairement voilà, in-ring c'était clairement pas du caviar. Mais heureusement que Rico était là pour rajouter ce côté drôle. Parce que si on n'aurait pas eu ce côté comedy wrestling, je pense que j'aurais vraiment trash talk le match quoi. Ensuite on va continuer avec encore une fois un match. Ça n'a rien à foutre en pay-per-view, je suis désolé quoi. En plus dédicace à elle puisqu'elle a été intronisée au Hall of Fame cette année. Donc c'était pour le Cruiserweight Championship. C'était Jacqueline qui était la championne, et oui, face à Chavo Guerrero. Donc déjà vous dites qu'est-ce que c'est cette affiche totalement what the fuck. Pour vous remettre dans le contexte, Jacqueline avait remporté le titre il y a 2 semaines avant le pay-per-view à SmackDown justement contre Chavo Guerrero. Alors il y avait une stipulation un peu spéciale à ce match. Alors bon bah déjà c'était un homme contre une femme, hein, sauf si Jacqueline a une bite. Bon ça, désolé je peux pas le savoir et je veux pas savoir d'ailleurs. Mais plus sérieusement, la vraie stipulation c'est que Chavo Guerrero avait une main attachée dans le dos. Donc ce qui fait qu'il était forcément handicapé. Et également Chavo Guerrero, j'ai oublié de le préciser, mais était accompagné par son père, Gory Guerrero. Enfin son oncle, son père, je sais plus. Non c'est son, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Donc honnêtement je vais pas rester 3 ans sur ce match. Il a duré 4 minutes 50. Donc bon bah déjà encore une fois c'est pas long hein. En fait à un moment donc en fait l'arbitre avait le dos tourné.
Et en fait, pendant ce temps-là, Gory Guerrero en fait a coupé la corde qui attachait la main en fait de Chavo Guerrero. Donc en fait, Chavo ensuite a continué à mettre sa main dans le dos, ce qui fait que l'arbitre pensait que bah voilà, il avait toujours sa main attachée. Et il en a profité ensuite, pareil. Donc en fait, pendant que bah qu'il remonte sur le ring, on a Gory Guerrero qui occupe l'arbitre, ce qui fait que pendant ce temps-là, Chavo Guerrero peut se servir de ses deux mains. Et en fait, bah, ensuite, voilà, il prend le dessus sur Jacqueline et lui porte la gorille-bombe pour la victoire donc de Chavito Guerrero qui redevient notre Cruiserweight Champion. Donc j'ai mis 2,5 sur 10, encore une fois je suis désolé mais ça n'a rien à faire en pay-per-view et c'est vraiment une honte et j'aurais vraiment pas voulu payer pour voir ce pay-per-view parce que clairement les mecs qui ont été là-bas se sont fait clairement entuber, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ensuite on revient avec enfin peut-être un match plus sérieux, c'était pour le titre US, donc John Cena le champion face à René Dupré, notre français bien évidemment in kayfabe, hein, il n'est pas français René Dupré. Donc le match a duré 10 minutes, donc c'est une bonne durée, ça va. Donc alors mon avis sur ce match, c'est que clairement c'était encore une fois pas quelque chose d'exceptionnel. J'ai mis la moyenne, mais alors franchement pareil, encore une fois c'était clairement pas ouf. Hein. Je vais pas rester 3 ans sur ce match. En fait à un moment on a John Cena qui a voulu se projeter sur René Dupré. René Dupré l'a esquivé, ce qui fait que John Cena a fait un genre de crossbody en fait. Enfin, il est tombé vraiment lourdement hors du ring. Donc il a vendu qu'il avait un peu mal au dos, ce qui fait que René Dupré s'est un peu acharné sur le dos de Cena. Finalement, la dernière partie du match a été quand même plus intéressante puisqu'on avait pas mal de contres, avec notamment des FU contre Andy DDT. Enfin, c'était voilà, la fin du match était quand même plus cool, c'est vrai. Elle a un petit peu relevé la note finale du match au final. Mais après, c'était clairement pas. Voilà, enfin, je veux dire, je peux pas mettre une note de dingue à ce match quoi. Et donc, en fait, à la fin, on a John Cena qui a porté son FU pour la victoire finale donc de Cena qui conserve le titre US. J'ai encore une fois rien d'autre à dire, c'était un match correct, mais ça s'arrête là. Vraiment, il n'y avait rien de plus. J'ai mis 6 sur 10. Et clairement, donc à ce moment du match, hein, enfin du pay-per-view, on a seulement vraiment un seul bon match. Voilà. C'est quand même chaud. Hein. Pour les gens qui ont payé, c'est vraiment chaud. Ensuite, on arrive à un match qui était plutôt attendu des fans, puisque c'était l'Undertaker face à Booker T. Le match a duré 11 minutes 20, donc c'est encore une fois une bonne durée. Alors, mon avis sur ce match, c'est que, encore une fois, c'est comme le match précédent. C'était un match correct, mais ça s'arrête là. Il n'y a vraiment rien de plus, encore une fois. C'était vraiment un pay-per-view blasant à regarder, je vous l'accorde. Enfin, vous verrez mon bilan final. Mais c'était vraiment un pay-per-view blasant à regarder. Et si vous le regardez, franchement, may the force be with you. Parce que, honnêtement, c'est pas facile à regarder, c'est pas facile à se motiver. Pourtant, j'adore faire des reviews. Mais alors, j'ai eu du mal à me motiver pour regarder ce pay-per-view, clairement. Donc finalement, j'ai encore une fois pas noté grand chose. On a une victoire de l'Undertaker qui a enchaîné Chokeslam et le Tombstone Pile Driver. A noter que Booker T a quand même porté son scissor kick, ce qui n'a pas suffi pour vaincre le Deadman. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Le rythme était correct, il n'y avait rien de ouf. C'était un match qu'on aurait vraiment pu trouver dans un show weekly, que ce soit Raw, même SmackDown. Voilà quoi. Honnêtement, c'était totalement random. C'est un match qui est correct, mais de là à le mettre en pay-per-view, bah non. Il n'y a pas eu ce côté genre on élève notre niveau pour le pay-per-view au final. Et j'ai mis 6,5 sur 10. Ça reste correct, hein, mais encore une fois, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Sur le papier, ça donne quand même envie. Mais dans le ring, bah c'est pas ça. Et enfin, on arrive pour le main event de ce Judgment Day 2004. Si vous arrivez à tenir jusqu'au main event, vous êtes des soldats les gars. Bravo à vous. Donc c'était pour le WWE Championship. Donc c'était John Bradshaw Layfield face à Eddie Guerrero. Donc c'était un match, enfin une affiche qui me donnait encore une fois pas spécialement envie. Il y a vraiment les extrêmes, c'est-à-dire qu'Eddie Guerrero j'adhère beaucoup. Et JBL j'aime pas du tout, genre mais vraiment pas du tout. C'est un peu le Roman Reigns de l'époque, enfin j'abuse, hein, je dirais ils ont absolument aucune similitude, mais je peux vraiment pas avec JBL, c'est vraiment affolant quoi. Donc alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce match. On va déjà commencer par la rivalité qui a quand même été très très loin, puisque bon bah forcément les deux étaient en feud pour le titre, mais ça a quand même été très loin,
puisqu'à un moment, en fait, dans un, je crois que ça devait être un house show. Apparemment, ça avait l'air d'être un house show. Je peux pas vous assurer que c'était un house show, mais je pense que c'était un house show. On avait Eddie Guerrero sur le ring qui faisait une genre de célébration avec sa famille, avec ses amis. Et finalement, donc, JBL est venu couper court à la fête. Et à un moment, il a tenu l'épaule de la mère de Eddie Guerrero. Et ce qui fait qu'elle a été très très mal à l'aise, ce qui fait que du coup, elle a fait une crise cardiaque. Alors, bien évidemment, in kayfabe, hein, elle a pas fait une crise cardiaque, je préfère le dire. Hein. Mais je veux dire, ça va quand même très très loin et je trouve que c'est peut-être un petit peu abusé de partir dans des trucs comme ça. J'aime bien quand les rivalités sont intenses, mais jouer avec la mort des gens, j'aime pas trop. Je trouve ça un petit peu space parce que si jamais genre elle meurt le lendemain de la storyline, je trouve ça très très moyen quand même. Enfin, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Je suis pas Booker et je ne suis pas Vince McMahon, c'est pas nouveau. Donc il s'est passé énormément de choses dans ce match. Je vais revenir déjà sur un fait qui, je pense, cette scène-là, vous l'avez déjà vu au moins une fois, ou en tout cas c'est une scène très connue, puisque c'est considéré comme l'un des plus gros, voire peut-être le plus gros bleeding de l'histoire de la WWE. Puisque donc, à un moment, l'arbitre avait forcément le dos tourné, il était totalement KO. Et donc JBL était derrière la table des annonceurs, il s'était fait balancer en fait. Et donc Eddie Guerrero allait le reprendre. Et donc JBL lui a mis un énorme coup de chaise. Et là, bah c'est simple, Eddie Guerrero a pissé le sang. Mais alors attention, quand je dis pisser le sang, vous allez vous dire, ouais bon, on a vu ça 100 fois, il n'y a rien de ouf. C'était pas genre je pisse le sang, ça s'arrête. Non, non, non. Même à la fin du match, il continuait à pisser le sang, le mec. Son visage était rouge. Mais genre, quand je dis rouge, c'est rouge. Hein. Il n'y avait pas un centimètre de sa tête qui n'était pas rouge. Le mec, mais pissait le sang. Il n'y a rien d'autre à dire. Il pissait le sang. Le mec, à un moment, il s'est carrément frotté le front contre le ring pour enlever un peu de sang, mais ça revenait quand même. C'est le plus gros bleeding que j'ai vu de ma vie. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu un bleeding aussi intense et aussi puissant parce que c'est simple, le mec faisait que de pisser le sang du début à la fin. À partir du moment où il s'est pris ce coup de chaise, c'est simple, il a pas arrêté de saigner. Donc ouais, âme sensible s'abstenir parce que là clairement c'était très très chaud. A noter qu'il y a eu deux arbitres qui ont été mis KO pendant ce match. À un moment, en fait, Eddie Guerrero allait se projeter contre les cordes. Et en fait, vous savez, bah, en fait, il était dos aux cordes, il s'est retourné d'un coup. Et donc en fait, il est rentré en collision avec l'arbitre. Donc l'arbitre était totalement KO. Et finalement ensuite, donc à un moment, donc JBL a repris le dessus. Et donc JBL arrive et porte un clothesline from hell sur Eddie Guerrero, qui d'ailleurs, suite à un énorme coup de chaise, s'est fait dominer, ce qui est normal. Et donc ensuite on a eu le clothesline from hell, donc de JBL, donc là on se dit c'est fini. Il fait le tomber, et donc cet arbitre était totalement KO, donc là on a Charles Robinson qui nous a fait un petit sprint pour le tomber, donc 1, 2, et non, simplement 2. Donc là à partir de ce moment là, je me souviens pas exactement comment ça s'est déroulé, mais je crois que JBL a tapé aussi Charles Robinson, donc ça faisait déjà 2 arbitres KO. Donc j'ai trouvé le match vraiment divertissant. Mais le seul bémol, c'est la fin du match. C'est vraiment dommage, puisqu'en fait, à la fin du match, bah, c'est Eddie Guerrero qui met un coup de ceinture à JBL. Alors à la base, c'est JBL qui voulait s'en servir. Finalement, Eddie Guerrero lui a piqué la ceinture et lui a mis un gros coup de ceinture. Donc forcément, le match s'est terminé. Donc victoire de JBL par disqualification, donc pas de changement de titre. C'est vraiment dommage, je trouve. J'ai pas aimé du tout même. C'est vraiment dommage de terminer un match aussi prenant, aussi violent comme ça. J'ai pas vraiment aimé, j'ai même pas du tout aimé. C'est vraiment dommage quoi. J'aurais préféré que ça se finisse par un clothesline from hell, ou alors Eddie qui conserve par un petit paquet, ou j'en sais rien. Mais les fins comme ça par disqualification, surtout que c'est le main event du pay-per-view, j'accroche pas du tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage de ternir le match par rapport à cette fin. Sinon le match est vraiment vraiment très correct, enfin vraiment très bon quoi. C'est pour moi le meilleur match de la soirée, j'ai mis 8 sur 10. Rien que pour le share shot mais monstrueux qu'a mis JBL, ça vaut au moins la moyenne. Mais j'ai mis 8 sur 10 parce que le match était quand même relativement très prenant. Sachant qu'en plus de ça, avec JBL, j'ai énormément de mal. Là, le match était quand même bon, donc j'ai envie de vous dire merci Eddie Guerrero. Mais sinon, voilà. Et sinon, pour la petite anecdote, après le match, Eddie Guerrero a passé ses nerfs sur JBL en lui portant 2 énormes coups de chaise dans la tête. Donc JBL, à son tour, a bien saigné. Et on a eu le Frog Splash de Eddie Guerrero, voilà, pour célébrer entre guillemets avec les fans et pour régler ses comptes avec
Just a Big Loser aka JBL. Voilà, donc bah écoutez, en additionnant les notes de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,1 sur 10. C'est clairement pas ouf, et honnêtement la note de ce pay-per-view reflète bien mon avis quand même sur ce show, qui est vraiment pas top. Vous voulez mon avis? Un petit résumé rapidement, simplement. Vous avez l'opener, le main event qui sont vraiment bons, c'est les deux meilleurs matchs de la soirée, de très loin. Vous avez deux matchs qui sont corrects, c'est-à-dire qui sont ok, il n'y a rien de plus, c'est-à-dire le Booker T Undertaker et le John Cena René Dupré. C'est vraiment deux matchs qui sont ok, ça s'arrête là, ils sont pas bons, ils sont pas mauvais, ils sont ok. Et ensuite on a le Tag Team Championship qui est moyen grâce à Rico, et encore je suis gentil, j'accorde la moyenne parce que Rico m'a fait rire. Et après ça vous avez 3 matchs absolument zéro, mais nul à chier. C'est pas genre ils sont mauvais ou ils sont moyens, mauvais, non, ils sont mauvais, ils sont zéro. Le Tori Wilson Dawn Marie, c'est un niveau mais rarement vu pour un match féminin. Honnêtement, j'ai trouvé ce match vraiment mais zéro. Mordecai, Scotty Tuoti, voilà. Peut-être qu'Aka Wrestling a aimé ce match, mais moi j'ai pas du tout aimé. Et le Jacqueline Chavo Guerrero, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc honnêtement, pour un pay-per-view, payé pour voir, bah, je trouve ça assez drôle quand même. Hein. Donc vraiment, je vous conseille pas ce pay-per-view. En 2004, il y a des shows bien meilleurs que ça. Je pense directement à WrestleMania 20, au Rumble 2004 aussi de mémoire. Mais honnêtement, non. Si vous devez regarder des shows de 2004, regardez surtout pas ce pay-per-view. Ou alors dans ce cas-là, faites une avance rapide, vous regardez l'opener, le main event. Vous allez gagner un temps phénoménal, croyez-moi. Voilà, cette review est terminée. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour les pronostics de Payback 2016. La prochaine review arrivera donc dans 2 semaines. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.